Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. L'interdiction d'utiliser des plantes pour la guérison, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de vidéos déjà sur le sujet. Mais en gros, quand on cherche un peu, on se rend compte que toutes les religions, à la base, utilisaient les champignons et des plantes comme le cannabis pour avoir des états modifiés de conscience et donc se connecter. Et effectivement, ce qui est très impressionnant sur ce sujet, c'est que la plupart des gens, ils rigolent quand tu leur dis que tu peux guérir avec des champignons ou du cannabis. Sachez que depuis 2005, et là je vous mets la référence, un document Arte fantastique de l'époque, eh bien il est prouvé scientifiquement que le cerveau a besoin de cannabis pour se développer. Je dis bien besoin. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet, à vous d'aller regarder ces vidéos là-dessus. Maintenant, on se rend compte, par exemple, de plus en plus en Angleterre, que la psilocybine arrive vraiment à accompagner les gens dans la dépression et les fins en fin de vie de manière vraiment miraculeuse et enfin efficace. Parce que les antidépresseurs et tous les antioxygènes et tout ça, c'est la catastrophe, ça tue petit à petit l'âme humaine. Tandis que la psilocybine et le cannabis, utilisés parfois même en microdose, et vous verrez il y a plein de vidéos en anglais là-dessus, le microdosing, eh bien vraiment permettent tout simplement de faire ce que font les champignons dans le sol avec les mycéliums, et bien en fait de tout simplement reconstruire des structures, reconstruire des réseaux dans le cerveau qui ont été abîmés, voire détruits par l'abus des produits chimiques, par le stress, par plein de choses comme ça. Notamment, petit aparté, si vous avez pris beaucoup de cocaïne, sachez que selon la science officielle, chaque prise de cocaïne détruit des réseaux et détruit des connexions et que ça ne se répare jamais. Et moi je vous dis, la bonne nouvelle, c'est que la psilocybine peut vous aider à les reconstruire. Pourquoi? Parce que la cocaïne détruit les liens qui permettent d'avoir une conscience. C'est pour ça que c'est la drogue préférée de la plupart des gens qui détruisent la planète ou qui sont dans le showbiz, mais un showbiz ou je dirais un art qui est un petit peu oublié, que pour moi l'art il est politique ou c'est pas vraiment de l'art, surtout à notre époque. Par rapport à l'utilisation de la psilocybine et du cannabis qui maintenant aide des dizaines de millions de personnes dans le monde, vous devez bien comprendre qu'en France, ça pourrait aider, rien qu'en France, des dizaines de millions de personnes. Et donc, si on se dit, ok, ça va peut-être être la fin du monde, ou peut-être en tout cas la fin d'un monde si confortable, très rapidement, ben moi je dis que d'ici là, ça serait chouette que les gens puissent profiter un maximum de la vie. Et donc là, il n'y a rien de plus concret, c'est pour ça que je trouve que c'est le combat principal. Parce que, encore une fois, les 3/4 des Français et des Françaises, y compris enfants, personnes âgées, pourraient vivre beaucoup mieux, beaucoup plus heureux en étant traités avec du cannabis ou de la psilocybine. Ça, c'est le concret. Et en plus, l'avantage, c'est qu'après, leur cerveau et leur conscience va mieux fonctionner et ils pourront mieux voter parce que la vérité, c'est que les gens, ils votent n'importe comment parce qu'ils ne sont plus là, ils n'arrivent plus à réfléchir, ils n'ont pas les connaissances. Et donc, la solution, elle est là. Oui, c'est une solution forte, radicale, mais encore une fois, vous verrez que si on prend des microdoses de cannabis ou psilocybine, non, on ne voit pas spécialement des éléphants roses, non, pas du tout. Vous allez voir, vous n'aurez droit au chapitre que le jour où vous aurez essayé. Et donc oui, c'est super, c'est un message super important. Et c'est là, on va voir, est-ce que la France va essayer de s'ouvrir ou est-ce qu'elle va rester dans ses vieilles valeurs catholiques? Car il faut bien comprendre que le plus grand fléau de notre temps, c'est la chimie. Je vous conseille aussi cette vidéo fantastique sur Arte, sur les champignons. Maintenant, aux États-Unis, et ça commence aussi en France, vous pouvez acquérir des champignons qu'on met dans la terre pour nettoyer les sols, si vous voulez, des produits chimiques. C'est vraiment très impressionnant. En quelques heures, le mycélium va, si vous voulez, les champignons vont manger les molécules chimiques et les transformer en quelque chose qui peut servir à faire un potager biologique. Et donc là vraiment il y a un énorme travail qu'il faut commencer sur toute la planète pour purifier les sols, la solution est là, et comprendre que c'est la même chose que ça fait dans notre esprit. C'est pour ça que c'est à l'origine de toutes les religions,
que ce soit la chrétienté et tout. Non, les premiers chrétiens, c'était les Esséniens. Si vous écoutez, la seule personne en qui on peut avoir confiance sur le sujet, c'est le traducteur John Allegro, qui effectivement était l'envoyé spécial de la reine d'Angleterre et qui a était le seul traducteur athée qui ait eu accès aux fameux rouleaux de la mer morte, qui ont été retrouvés en 1950 près de la mer morte, à Kumaran. Et donc, ces rouleaux, en fait, à l'époque, ça a été quelque chose de très important parce qu'on allait enfin connaître la vérité sur la chrétienté, parce que ces rouleaux contenaient les textes originaux avant qu'ils n'aient été trafiqués, je dirais, par le Vatican. C'était tellement important à l'époque, on en parlait dans tous les journaux, que chaque pays a eu le droit d'envoyer un traducteur, mais à l'époque, voilà, la plupart des traducteurs, c'était des religieux. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'en gros, la plupart des anciens textes, on a toujours la version religieuse. Et vous avez tout d'un coup la reine d'Angleterre qui envoie John Allegro, qui est censé être un des plus grands spécialistes des traductions de ces anciennes langues. Par exemple, il est aussi le traducteur officiel pour le roi de Jordanie, donc c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu. Et lui, comme tous les autres chercheurs, ils vont s'engager à remettre le résultat de leurs recherches au plus vite et de les rendre 100% publics. Alors d'abord, il n'y a que lui qui a remis rapidement le résultat de ses recherches. Les autres ont mis parfois des années. Il y en a qui ne l'ont jamais fait. Et ceux qui l'ont fait, eh bien effectivement, ça a servi à faire plein de livres et plein de littérature nouvel âge, mais la traduction de ce John Allegro est tout à fait différente des autres. Et lui, il le dit clair et simple. Les religieux ont volé la signification des mots. Et vous êtes toujours à essayer de comprendre des textes qui ont été traduits par des religieux. Et si vous croyez que les religieux ne défendent pas leur bout de pain et leur boulot comme tous les autres, vous vous trompez. Il est important de savoir que toute cette traduction a été coordonnée par, tenez-vous bien, les jésuites français. John Allegro, lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, ces textes ont été écrits par les Esséniens qui vivaient sur le bord de la mer morte. Il y en avait un parmi eux qui s'appelait Jésus. Mais il explique qu'en fait, que toute l'histoire qu'on connaît et qu'on apprend dans la Bible, la partie historique de cette histoire de Jésus-Christ est tout à fait fausse. Que c'est quelque chose de très important. Par exemple, beaucoup de gens veulent militer contre l'extrémisme religieux des musulmans. Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais le Coran reconnaît l'existence, la partie historique de toute l'histoire, Marie, Pierre, Joseph, Jésus, les 12 apôtres, toute cette histoire historique. Encore une fois, je ne dis pas que Jésus n'a pas existé. Je dis juste que cette partie-là, elle est tout à fait fausse. Et comme le Coran la reconnaît, et qu'on sait historiquement maintenant que c'est sûr que ça ne s'est pas passé comme ça en tout cas, eh bien du coup, ça prouve que le Coran, qu'il y a des choses fausses dans le Coran. Et donc ça enlève le fait que le Coran soit mot à mot était les mots de Mohammed. Là, je veux froisser personne, mais c'est une évidence. Et les religions, de toute façon, ce qu'est devenu la religion musulmane, d'après moi, est à l'opposé de ce qu'enseignait Mohammed, comme la religion catholique est devenue l'opposé à peu près de ce qu'enseignait Jésus, ou quel que soit son nom, c'était peut-être Marie-Madeleine et tout ça, qui elle, par contre, a existé. C'est un personnage historique où on peut trouver des traces. Et donc, ce qu'a découvert John Allegro, c'est qu'en fait, à l'époque, les Esséniens pratiquaient le culte des champignons et d'autres plantes, et que comme c'était passible de la peine de mort par les Romains, eh bien, effectivement, ils devaient se cacher, et qu'ils ont inventé toute cette histoire de Jésus-Christ. Comme ça, sur les marchés, ils pouvaient dire « Ah, Jésus-Christ nous a dit ça », au lieu de dire « Les champignons nous ont dit ça ». Alors ensuite, si vous prenez toute la Bible, en fait, c'est une énorme métaphore des champignons. Par exemple, quand il est là, même à la messe, on va dire, voilà le corps du Christ. Le corps du Christ, oui, on donnait quelque chose, c'était des champignons. La fameuse scène donc, du dernier repas, là, c'est buvez mon sang, mangez mon corps, c'est les champignons, et buvez le sang, eh bien en fait, dans le Graal, ça vient du fait que parfois on ingurgitait ça sous une forme de liquide rouge. Je m'explique. Les champignons en général, et si on parle des amanites tumouches, ne mangez pas d'amanites tumouches, il y a d'autres champignons maintenant sur le marché, les Mexicains et tout, c'est beaucoup plus simple parce que les amanites demandent une manière de les préparer très spéciale et sophistiquée. Et donc les champignons en général et tout, vous savez au début c'est un dôme, ok, et puis la plupart des champignons ils vont s'ouvrir vers le haut, ok, et à la fin ça va venir comme un gobelet, ce qu'on appelle le Graal. Et comme il y a du piment rouge sur ces champignons, eh bien quand les chamans vont faire la cueillette des champignons, eh bien, quand un champignon à ce stade-là de son évolution, il est trop tard pour le couper. Il
faut le couper avant, quand le dôme est encore présent et bien solide. Par contre, grâce à la rosée ou à la pluie, il y a souvent le matin du liquide teinté de rouge qui se trouve à l'intérieur et les chamans alors vont boire un petit coup pour se connecter comme ça directement sur place. Il faut savoir qu'en fait toute notre tradition est fondée, vient en fait de ce mythe des champignons. Par exemple le Père Noël, l'histoire du Père Noël. Mais le principe est simple, il ne faut pas chercher très loin. Les chamans en Mongolie, ils utilisaient les champignons, les amanitumouches de nouveau, rouges et blancs. Ils se baladaient dans des traîneaux sur la neige tirés par des rennes. Ils s'habillaient en rouge et blanc. Et en fait, pour faire la cueillette des champignons, ils le faisaient plutôt donc, dans les périodes, je dirais au printemps, en automne ou parfois en été. Et donc il fallait les faire sécher pour l'hiver parce que la grande cérémonie, surtout, c'était le 21 décembre. Et pour les faire sécher, d'abord ils les prenaient, ce sont des champignons qui poussent beaucoup au pied des conifères, des sapins, et donc ils les prenaient et pour les faire sécher, ils les mettaient dans le sapin, parce que s'ils les mettent par terre, ça va pourrir, tandis que le sapin, là c'est super aéré, je ne sais pas si vous voyez la chose, et selon leur stade d'avancement, ces champignons peuvent être rouges, blancs ou aussi dorés. Et en fait c'est de là que vient cette tradition de mettre entre guillemets des boules de Noël. Vous reconnaîtrez aussi que parfois ces boules de Noël c'est carrément même des champignons. Vous avez bien vu, c'est quelque chose dans les images de Noël qu'on trouve beaucoup, ces petits champignons comme ça, rouge et blanc partout. Et bien ça vient de là. Si vous voulez, la tradition n'a pas complètement été éradiquée. Ensuite, pour les faire sécher plus vite, ce qu'on pouvait aussi faire, c'est les mettre dans les chaussettes, au bord de la cheminée. Et plus amusant de tout, c'est que les chamans, ils apportaient donc en traîneau avec les rennes ces champignons pour surtout la grande cérémonie du 21 décembre. Et à cette époque-là, en Mongolie, en Sibérie, souvent il y a 2-3 mètres de neige. Les gens vivent dans des yourtes ou dans des cabanes. Et en fait, ils ne passent pas leur temps à enlever les deux premiers mètres de neige parce qu'il y en a trop. Et donc, du coup, dans les yourtes, en fait, il y a une grande ouverture au milieu, par au-dessus. Et donc, le Père Noël, il rentrait par la cheminée. Cheminée qui, là, était assez grande pour qu'il ne se brûle pas en descendant. Et c'est de là que vient toute la mythologie de Noël. Rien que de fait de vous expliquer ça, je me dis mais ça devrait faire tilt. Après je reconnais que moi j'ai entendu ces histoires pendant tellement longtemps et c'est là où c'est difficile. Il y a quelque chose qui se bat dans notre cerveau parce que le cerveau a un côté paresseux comme le reste du corps et il n'a pas envie de partir dans cette direction, il n'a pas envie de tout réorganiser. C'est pour ça qu'il faut y aller un peu à la volonté. Regardez beaucoup de films sur le sujet. Il y en a plein sur internet. Malheureusement la plupart sont en anglais. Parce que voilà, en Angleterre et aux États-Unis, il y a une vraie liberté d'expression et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en France, ça n'existe pas. En France, il est toujours interdit de parler positivement de substances comme du cannabis et de la psilocybine. Alors, il y a d'un côté, sans doute parce qu'ils sont tenus, les policiers, par des pactes avec les religieux, je me dis, mais aussi parce que c'est le gros business de la pétrochimie et le grand secret, c'est que quasi toutes les maladies pourraient être guéries avec des champignons ou avec des plantes. Ça, c'est la vérité. Après, je reconnais quand même que la médecine, surtout d'urgence, parfois, la chimie, ça peut sauver des gens et tout. Il ne faut pas être con dans l'autre opposé. Mais ça, c'est pour la médecine d'urgence. Mais quand on parle de la vraie guérison, non, tout est là. Et pour le moment, effectivement, c'est terrible parce qu'il y a plein de gens qui souffrent, qui pourraient être aidés dans... Même quand on prend, par exemple, on fait de la chimiothérapie, ce qui est une catastrophe, moi je vous déconseille fortement, on peut être très fort aidé. Tous les effets secondaires de la chimiothérapie peuvent être vraiment très fort atténués grâce au cannabis, par exemple. Alors les gens, ils souffrent pour rien. On parle de les 3/4 de la population qui pourraient être aidés, notamment les enfants. De plus en plus, les enfants, on les habitue aux drogues chimiques et tout, soi-disant, pour les équilibrer, pour qu'ils rentrent dans les rangs. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que c'est le monde des adultes, ils doivent accepter une chose. Le monde des adultes a foiré. Point barre. Et là, vous voudriez que les enfants, ils rentrent dans ce moule. Et vouloir absolument adapter les enfants au système, c'est une catastrophe. C'est le meilleur moyen de faire qu'ils ne changent pas. Voilà. Et pour aller plus loin là-dedans, je peux donner encore d'autres exemples. Par exemple, on sait que maintenant, la base de l'hindouisme et du soma, on sait que c'était les champignons aussi. Et on trouve ça dans toutes les religions, en fait. Dès que vous grattez un tout petit peu. Et là, pendant que je parle, je vous laisse toutes des illustrations, je dirais, des champignons dans l'art religieux, à commencer par la cathédrale Saint-Marc. Je vous dis, c'est une évidence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Bible protestante du roi James, en anglais, parle de ces champignons. Et c'est quelque chose qui, comme par hasard, en Angleterre, chez les protestants, c'est beaucoup plus accepté. C'est pas tout à fait mis en avant dans la culture non plus, je le reconnais, mais c'est écrit dans la Bible. Et effectivement, eux, ils prétendent que les catholiques, c'est tout. Ils ont remplacé pain
champignon par pain. Ils ont remplacé le mot champignon par pain. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, John Allegro, qui lui est athée, et lui il disait ah, moi j'ai jamais pris de champignons et tout. Hein. Moi j'étais payé pour dire ce qu'il y a dans ces textes, je vous le dis. Il dit que, par exemple, le nom des 12 apôtres, c'est des noms de champignons chaque fois dans une langue étrangère. C'est comme un jeu de pistes comme ça. Mais c'est gros comme une maison. Mais pour ça, encore une fois, il faut être vraiment un linguiste hyper expérimenté parce que toute personne qui prend comme base un dictionnaire fait par des religieux pour traduire un texte, ben, il doit comprendre que la manip, elle est là. La manip, elle est là. Et souvent, comme il le dit, il faut aussi écouter la sonorité des mots. Il y a tellement de mots qui critiquent notre culture, et ben lui, il dit oui, c'est le mot, en fait, c'est la culture de la perversion. La perversion, la version du père. Après, moi, je dirais la version du faux père, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parce que là, ça voudrait dire vraiment que le masculin, il est mauvais et tout ça. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de féminin masculin. C'est une énergie qui monte et elle a des caractéristiques masculines et féminines. Et puis après, c'est une énergie qui descend, qui a des caractéristiques masculines et féminines. Et là, on a voulu tout mélanger, en croyant que la femme, c'est la douceur et tout. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette fausse image de la Vierge Marie et de l'amour inconditionnel. Ça. Mais moi, je critique très fort ce qui se passe pour le moment, c'est-à-dire que le système est en train de récupérer toutes les choses. Eh bien, effectivement, on fait du chamanisme. Dans la grande mode, c'est le chamanisme sans substance. Et pour être franc, je suis très dur avec ceux qui font ça, même si je sais que la plupart sont adorables et de bonne foi. Mais je suis désolé. Vous faites un chamanisme qui plaît aux films pharmaceutiques. Vous faites un chamanisme qui plaît au Vatican et qui plaît à Macron. Et je vous accuse, même si c'est involontaire, de tuer des milliers, voire des millions d'âmes. Parce qu'elles sont intuitivement attiré vers le chamanisme, et vous allez galvauder ce terme, vous allez le traîner dans la boue. Je suis désolé, déjà, le chamanisme à la base, c'est ceux qui prennent des champignons en Mongolie et en Sibérie, ceux qui prennent des substances en Afrique, on les appelle souvent les marabouts, et en Amérique du Sud, des sorciers. C'est très différent. Et si vous voulez avoir votre avis sur la question, comme disait je ne sais plus qui, eh bien vous prenez 5 grammes de champignons secs, vous faites comme on vous a dit dans la vidéo, vous allez dans la nature, et là vous allez comprendre de quoi on parle. C'est tout, ça n'a rien à voir. Et après, par rapport à l'humanité, moi pour le moment, ce que je crois, et bon évidemment je ne peux pas jurer que c'est vrai, mais je trouve qu'il y a une logique, c'est que si notre humanité veut naître, tout simplement, eh bien, il faut absolument qu'il y ait assez d'êtres qui s'occupent, entre guillemets, des mondes de l'invisible. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient des techniciens, un petit peu des équivalents des plombiers ou des électriciens, mais dans les mondes de l'invisible. Alors, c'est ce qu'on appelle les chamans, mais pour moi, tout le monde doit réveiller son chaman intérieur. C'est ça l'idée. Je crois vraiment que c'est pour ça que nos mondes déconnent complètement, parce que plus personne ne s'occupe de l'hygiène des mondes de l'invisible. Et ce fameux astral dont je vous parle beaucoup, eh bien, effectivement, il tourne fou. Tandis que s'il y a certaines personnes qui arrivaient à faire un rêve commun, à envoyer, à méditer ensemble pour mettre ce rêve commun dans l'inconscient collectif et dans l'astral, alors petit à petit, on va purifier cet astral. Et cet astral, en fait, qui nous relie tous, va devenir une espèce de Wi-Fi biologique, énergétique, et là, on va retrouver notre connexion. Parce qu'on sait bien que la télépathie existe et tout ça, mais qu'il faut la développer, toutes ces choses-là. On sait bien que ça existe. Mais pour moi, les plus grands donc, freins à l'éveil de cette humanité, c'est tous ces gens qui font des stages en employant le mot chamanisme, avec la danse, avec la musique et tout ça. Ok, la musique c'est fantastique, la danse aussi, on peut avoir des moments mais fantastiques et des transes et tout, mais vous ne pouvez pas comparer ça à la psilocybine, et encore une fois, vous tuez des âmes et vous jouez le jeu de l'inquisition en faisant ça. Et donc oui, vous ne pouvez pas employer le mot chamanisme, c'est terrible quoi, c'est du vol, et si vous le faites, c'est aussi parce que le chamanisme a une aura incroyable qui est ancrée en nous, et c'est pas juste du tout. Mais n'oubliez pas, vous éloignez des gens de la vraie guérison, et vous, pour moi, vous êtes le pire des obstacles, pire que les Monsanto et tout. Pourquoi ? Parce que maintenant, il est urgent que certaines personnes fassent des bonds dans leur évolution. Pour ça, ils ont besoin de prendre des champignons dans des bonnes conditions et d'autres plantes complémentaires, et en faisant ça, ben, vous les déviez de ça. Et donc, vous avez dévié la solution. Et il y a aussi le chamanisme sans travail, parce que pour moi, le chamanisme, ça doit se faire dans le cadre d'un travail. Un travail avant la prise des substances, après la prise des substances. La prise des substances n'est qu'une étape dans le travail, c'est pas une fin en soi. Et il faut que c'est la personne, de toute façon, qui va faire l'essentiel de son travail. Mais encore une fois, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et ça, je vous renvoie aux vidéos en question. Parce qu'il faut faire ça dans l'intention de guérir ou dans l'intention d'apprendre. Mais encore une fois, méfiez-vous de tout ce qui est à la mode, dans un monde qui détruit tout.
Et toutes ces manières sont effectivement, c'est pour récupérer ce chamanisme qui est vraiment la chose qui peut permettre à certains de faire un bond évolutionnel. On n'arrivera pas à sauver cette civilisation, il faut qu'elle se transforme, mais il faut qu'il y ait des êtres qui aient la conscience et les connaissances nécessaires pour pouvoir encadrer les enfants plus tard. Et donc, le fait, par exemple, de prendre des substances en teuf, en fait, moi je vous le dis, par pitié, faites-le aussi seul dans la nature. Parce que, au lieu de vous rendre plus sensible, vous allez avoir besoin de plus en plus d'émotions fortes que vous allez trouver dans le sexe ou en tombant dans d'autres drogues, parce que vous allez habituer votre corps à vivre des sensations super fortes qui vous surprogramment à ce que vous faites. Par exemple, dans le milieu de la teuf, quand je dis que c'est devenu une espèce de religion, encore une fois, excusez-moi, mais je connais bien le milieu, vu que j'ai eu un pied à terre pendant 15-20 ans à Ibiza, eh bien, c'est que, en fait, les gens, ils vivent des émotions très fortes, et c'est comme ça qu'on s'accroche à quelque chose. Ils vivent une émotion très forte, et puis alors après, ils sont amoureux des gens qui ont pris ces substances. Non, c'est que de l'attachement. C'est que de l'attachement. Et donc, c'est un attachement très fort, et la seule manière de vous sortir de ça, c'est de vivre un attachement encore plus fort, mais grâce aux champignons et grâce à votre attachement intérieur. Et si vous ne le faites pas, je suis désolé, mais vous allez rejoindre les générations sacrifiées. Surtout si vous prenez des versions chimiques. Parce que les versions chimiques, c'est catastrophique. Il faut prendre des trucs naturels. Il faut vraiment le comprendre. Même le LSD, je suis désolé, non. N'allez pas prendre une copie. Alors vous allez me dire, mais le LSD, c'est des champignons, entre guillemets, synthétisés. Ben oui, il n'y a pas l'esprit. Et c'est ça la différence. Les champignons, il y a l'esprit, il y en a qui disent le divin et les champignons. C'est pour ça peut-être que les Esséniens appelaient ça la chair du Christ ou les Mayas la chair des dieux. Et encore une fois, vous n'adhérez droit au chapitre que le jour où vous aurez essayé. Il y a la petite dose 2 grammes pour commencer. Seul dans la nature, si vous croyez et vous choisissez la voie fertile, vous devez le faire avec des gens qui choisissent la voie fertile. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui le fait et qui n'a pas vraiment choisi la voie fertile, si ce n'est pas un choix au moins profond, il va créer un vortex d'énergie, puisque lui, il est connecté à l'énergie qui descend à côté de vous. Les deux énergies vont rentrer en conflit et tout simplement, votre voyage, votre cérémonie va être tout à fait différente. Et ça, les gens, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. Si vous ne comprenez pas que prendre des substances, du coup, l'influence des gens à qui vous êtes est très important, alors là, il y a vraiment un bug de raisonnement. D'où dans une fête, quand on se mélange, peut-être on passe dans l'aura de 2000, 3000 personnes, tu m'étonnes, après on ne sait plus qui on est. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça est réparable. Je ne dis pas qu'il ne faut plus jamais faire de teuf, mais il faut au moins contrebalancer et le faire plus souvent dans la nature. Question de balance. Voilà. Et puis vraiment, je vous jure que vous pouvez atteindre les mêmes états avec les champignons, même si ça nécessite plus d'efforts. Mais vous en sortirez guéri, vous en sortirez grandi. Tandis qu'après les substances chimiques, vous savez bien comment c'est, on est des épaves, quoi. Et je peux vous dire que j'ai vu ce que donnent les gens qui vont dans des teufs toute leur vie et tout. Je suis désolé, je n'y ai pas d'exception à la règle, ça devient des épaves. C'est pas des épaves, ils restent toujours dans leur même truc, ils ne se remettent pas en question. C'est très impressionnant. Ils sont très sclérosés, ils revivent tout le temps la même chose. Vous pouvez voir le niveau de vie dans les gens, dans leur manière d'évoluer, de changer, de se remettre en question, de s'améliorer et aussi de faire différentes expériences. Dans la vie, on peut avoir plein d'expériences différentes, plein de vies différentes en une vie. Et c'est ça qu'il faut, parce qu'il faut avoir plein d'expériences, parce qu'il y a urgence. Parce qu'il faut des gens assez évolués pour encadrer les enfants dans la nouvelle humanité. Sinon, il n'y a pas de raison que ça continue. C'est triste comme en France, la majorité des gens et l'inconscient collectif sont complètement bornés par rapport au cannabis. Sachez que la diabolisation du cannabis en France a une conséquence directe, c'est que ça pousse les gens dans les drogues dures, et notamment dans la cocaïne. La cocaïne, c'est vraiment la catastrophe. Et maintenant, on le sait, ça se trouve partout dans les lycées et ça commence même parfois au collège. Pourquoi ? C'est très simple, les jeunes, vous leur dites le cannabis et la cocaïne, c'est sur le même pied d'égalité, parce que la France a ce concept stupide qu'elle ne veut même pas faire différence entre drogue dure et drogue douce. Et du coup, ils se disent, écoutez, le cannabis c'est cool et tout, maintenant on passe à la cocaïne. En plus, la cocaïne, c'est beaucoup plus
propre dans le sens, c'est plus pratique. On va dans les toilettes, on prend un petit sniff, un pétard, il faut aller le fumer et tout, on se fait attraper plus facilement. Oui, c'est sûr que la cocaïne devient un très très bon marché aussi. Et donc c'est une véritable catastrophe. Et voilà à quoi ça mène, cette bêtise. Il y a aussi un autre point de vue, c'est que cette génération qui tient le monde ne veut pas accepter une chose, c'est que l'alcool, le café, c'est des drogues dures, c'est comme ça que le définit la science. Pourquoi? Parce que ça provoque une addiction physique, tandis que la cannabis, non, le cannabis est une drogue douce, à savoir parce qu'elle ne provoque aucune accoutumance. Le tabac, si on fume des pétards, va provoquer une accoutumance, mais pas le cannabis et pas non plus les champignons magiques et le THC. Et c'est ça qui fait que non, il ne peut pas avoir la dénomination de drogue addictive. Mais encore une fois, même dans le langage, ici en Europe, c'est complètement troublé. Car pour finir, on appelle les médicaments légaux, on les appelle des médicaments. Et pour finir, quand c'est des médicaments illégaux, on les appelle des drogues. Aux États-Unis, excusez-moi, au moins, ils emploient le mot drogue pour drogue légale ou illégale. Tu vas d'ailleurs dans un drugstore, c'est de là que ça vient, et ben je veux dire, voilà, tu peux aller acheter des drogues. Et là, il y a une hypocrisie en Europe qu'on ne retrouve pas du tout aux États-Unis. Mais oui, effectivement, il y a la grande mode de l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca est une étape. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec l'ayahuasca, mais les règles ne sont pas respectées. L'ayahuasca doit être fait dans des retraites. Si on ne fait pas ça, les gens, en fait, ils n'ont pas le temps de reformer leur aura après la prise de substances et prendre tout de suite des gens dans leurs bras et tout, c'est catastrophique. Moi, je suis désolé, j'ai appris il y a 15-20 ans l'ayahuasca à Tarapoto, au Pérou. Eh bien, à l'époque encore, ça se disait très peu, mais ils nous disaient, voilà, pour ta santé, c'est mieux qu'après cette retraite chamanique, on a donc expérimenté l'ayahuasca et d'autres plantes, eh bien, et avec un jeûne et tout ça, eh bien, l'idéal, c'est que tu ne touches personne pendant au moins une semaine et que tu ne fasses l'amour avec personne pendant un mois. Et le chaman, qui était très honnête, il a dit, mais pour être honnête, nous, quand c'est nos enfants ou nous-mêmes qui faisons ces retraites, eh bien, on essaie de toucher personne pendant un mois, et de ne faire l'amour avec personne pendant 3 mois. Et donc tout ça, eh ben, c'est passé à la trappe parce que l'ayahuasca est devenu une mode, un business qui rapporte des milliards. Je ne critique pas la substance, je critique ce que c'est devenu. Et la plupart des gens, ils se disent « Oh, je suis chaman parce que voilà, je donne de l'ayahuasca ». C'est devenu très à la mode, si vous ne le savez pas, ça rentre dans la norme. Voilà, l'ayahuasca est rentré dans la norme. Et comme je le disais tout le temps, quand vous prenez des champignons à une certaine dose, vous verrez que ça force la remise en question, ça force l'élévation de conscience. Et tant qu'on ne se remet pas en question, il y a certaines personnes qui vont faire un mauvais trip parce qu'effectivement, non, il faut lâcher, il faut accepter de comprendre, il faut commencer ce dialogue à l'intérieur, aller chercher ce qui ne va pas. Et l'ayahuasca, encore une fois, est une étape géniale si on prend aussi des champignons. Si on prend que de l'ayahuasca, eh ben, ça ne va pas éveiller votre esprit, votre intelligence, votre manière de trancher, de choisir, et ça va renforcer, si vous voulez, toute une partie en nous qui a son importance, bien sûr, qui est très connectée à la nature et tout ça, mais comprenez bien que si l'ayahuasca est la seule plante utilisée officiellement par certaines branches de l'Église catholique et chrétienne en Amérique du Sud, eh bien, c'est justement parce que ça ne remet pas en question. Donc c'est une étape, mais si vous faites que ça, c'est pas du tout une étape qui va vers l'éveil. L'ayahuasca, c'est à la mode dans tous les endroits très riches et tout, la Californie, Malibu, Ibiza justement. Moi, j'ai vu l'île détruite par l'ayahuasca. Encore une fois, par l'industrialisation de l'ayahuasca. Et alors, par rapport à l'ayahuasca, ce que je veux rajouter, c'est que, encore une fois, il y a des techniques qui poussent à l'autonomie et il y a des techniques qui poussent à la dépendance. Oui, je réalise que les gens qui prennent l'ayahuasca, ils deviennent dépendants des cérémonies et de ces énergies de groupe, où d'ailleurs on chante beaucoup. Pour moi, je trouve ça intéressant un petit peu, mais franchement, le chamanisme, ça se fait justement en silence, si possible dans le noir, avec le moins de stimuli possible. Et donc, il y a à nouveau une attache au groupe. Les gens, ils doivent aller à une cérémonie, la plupart, ils doivent payer et tout. Et donc, la plupart, ils vont pas se dire « Ah tiens, je vais prendre l'ayahuasca tout seul dans mon jardin ». Autre problème de dépendance, c'est que c'est une substance qui vient du bout du monde. D'ailleurs, là-bas, beaucoup de gens se disent c'est pas possible, il y en a plein qui doivent donner du faux ayahuasca parce qu'il n'y a pas assez d'ayahuasca pour ces millions de personnes qui en prennent en Occident tout le temps. Bref, partons du principe quand même c'est du vrai ayahuasca, bien que chaque mélange est différent, mais en attendant, il faut faire venir la substance de là-bas puisque ça pousse pas ici, et on a à nouveau un problème d'autonomie. Tandis que les champignons, une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut les faire pousser chez soi, c'est gratuit, c'est à l'infini parce que ça se replante avec les spores et on peut le faire tout seul. Et c'est là aussi où il y a de nouveau une attache au groupe où
le fait de cultiver son jardin intérieur quand on est face à face. Quand on est dans un groupe, par définition, on prend l'ayahuasca tous ensemble, notre expérience va dépendre de l'identité énergétique et psychologique, émotionnelle de chaque personne dans le groupe. Et c'est pour ça qu'à la base, excusez-moi, l'ayahuasca était fait pour tout le village en entier prenne de l'ayahuasca pour se souder, pour vivre cette expérience et tout ça. Ils vivent ensemble dans la même tribu pour apprendre à se connaître. Là, on le fait avec des parfaits inconnus. Non, personnellement, comme Terence McKenna, qui pour moi quand même est un des plus grands spécialistes mondiaux sur la question, la substance qui guérit l'esprit, qui nourrit l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence, le discernement, c'est la psilocybine. Les autres plantes peuvent être fantastiques et complémentaires, mais là, moi je crois que l'ayahuasca, ça pourrait être beaucoup plus intéressant de le prendre tout seul, par exemple. Voilà, moi j'aimais cette hypothèse, en tout cas moi, ça a été mon expérience.